Salut à tous. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a des fois, je sais pas pourquoi je fais les choses. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un point lecture. Je vais commencer aujourd'hui ce point lecture avec un livre que j'ai abandonné, qui est un service presse. Oui, un service presse que je n'ai pas aimé. Comme quoi, hein, vous ne pourrez pas venir me dire en disant tu dis toujours que tu aimes les services presse, t'es une vendue. Bon, j'ai jamais eu le cas, j'avoue, vous êtes des abonnés très, très gentils, qui croyaient en moi et en mon objectivité. C'est très gentil à vous. Donc ce service presse, il s'agit de Soulbreakers, de Christophe Lambert aux éditions Bayard. Première chose, je l'avais très peu vu passer, même quasiment nulle part, sur les chaînes Booktube. Alors, vous savez que je ne lis pas de blog, donc je peux pas vous dire pour les blogs. Je l'ai pas vu passer. Mais moi, quand je l'avais vu en magasin, je crois que c'est ça, la couverture m'avait donné extrêmement envie. Le synopsis, enfin le résumé derrière aussi, ça se passe aux États-Unis en 1936, avec une sorte d'histoire de forain qui aurait volé l'âme de la sœur d'un jeune homme et qui va partir un peu en quête voilà, de ces forains puisqu'ils ont fui et pour tenter de récupérer cette âme. Donc c'est un one shot. Moi le souci que j'ai eu très sincèrement c'est que c'est long. Mais d'une lenteur. Vraiment, 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 c'est très long. Alors, certes, il fait presque 600 pages. Donc c'est un livre qui est pas petit. Mais ça pourrait être bourré d'action dans ces 600 pages, on est bien d'accord. Le souci, c'est que je sais plus jusqu'à où j'ai lu. Sincèrement, je me le rappelle plus. En plus, c'est écrit gros. Hein. C'est écrit gros, c'est fait pour la jeunesse, donc c'est écrit gros. Je sais plus où je m'en suis arrêtée. J'ai dû lire au moins 200 pages à peu près. Et j'en pouvais plus, parce que finalement, ça bougeait absolument pas. Il se passait presque rien. C'est très descriptif, mais de choses qu'on s'en fout complètement. C'est-à-dire que, sans vous spoiler, c'est pas vraiment un spoil, mais donc il va partir en quête de l'âme de sa sœur, et il va se retrouver à devoir travailler dans une mine pour plus ou moins récupérer de l'argent, pour pouvoir continuer son voyage, etc. Enfin, un truc comme ça. Et on nous décrit le tout, enfin la mine, le travail, mais ça nous sert à rien en fait dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est juste une étape de son voyage qui est sans importance dans l'histoire, quoi. Enfin, c'est juste une étape. Enfin, franchement, c'est ça moi qui m'a vraiment saoulée. C'est que finalement, je pense sincèrement que si l'auteur avait su raccourcir ces étapes, nous mettre moins de descriptifs, moins de lenteur, moins de choses qui sans importance par rapport à l'histoire, je pense vraiment que ça aurait pu marcher avec moi. Et j'ai du mal à croire que du coup ce livre plaise réellement à la cible choisie. Parce que moi je suis quand même une adulte de presque 28 ans. Donc j'aurais pu accrocher en tant qu'adulte. Parce que voilà. Mais du coup, on est quand même sur une cible à la base, sur ce genre de bouquin, on va dire, sur du young adulte, quoi. C'est chiant, ils mettent plus les cibles dans les bouquins, mais pour moi, c'est du young adulte, vous voyez. On est quand même sur une cible young adulte, et j'ai du mal à croire que ça touche sa cible. Peut-être que ça peut toucher en se disant « Ah, la couverture est sympa, le résumé a l'air sympa », même si c'est pas... Enfin, c'est peut-être pas une époque qui donne très envie aux jeunes. Mais je m'avance peut-être un peu trop en disant ça, hein, voilà. Hein. Attention, tout ce que je dis ne concerne que moi, c'est des suppositions, des hypothèses, c'est-à-dire que ne prenez pas forcément ça au premier degré en vous disant « Elle dit que les jeunes n'aiment pas cette époque ». Non, je ne dis pas que les jeunes n'aiment pas, je me pose la question. Pour en côtoyer beaucoup en collège, je me pose sincèrement la question du... Est-ce que l'époque voilà, du début du XXe siècle, de l'avant Seconde Guerre mondiale, est-ce que cette époque-là intéresse réellement les jeunes? Vous voyez, est-ce que c'est acheteur? Enfin, est-ce que ça donne envie d'acheter? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, même si ça leur donne envie d'acheter, comme moi ça a pu être le cas, je l'ai demandé en service presse, bah pour le coup, j'ai de la peine à croire qu'ils accrochent complètement à cette histoire. Si vous l'avez lu, que vous avez, on va dire, entre 14 et 18 ans, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse très sincèrement. Mais déjà que je l'ai très peu vu
sur les chaînes plus adultes, parce que je suis beaucoup plus de chaînes adultes que adolescentes. Voilà, j'ai du mal à croire que ça marche. Et la preuve est qu'on n'en a pas trop entendu parler. Donc voilà. Ce qui est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment de l'idée, que ce soit en termes de fantastique autour de ces forains qui volent les âmes d'enfants, de ce jeune homme qui décide d'aller chercher l'âme de sa sœur, des personnes qui pourraient croiser en route, justement de cette ambiance pré-Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, et surtout de cette ambiance après 1929 où il y a eu donc le crash boursier, etc. Donc où il y a plein de familles qui sont retrouvées sans le sou. Enfin voilà, ça aurait pu être franchement super intéressant, mais je pense que l'auteur s'est complètement perdu. C'est mon avis, hein, encore une fois, mais je trouve que l'auteur s'est perdu en fait dans ce qu'il voulait faire, et il y a trop de descriptions, mais vraiment trop. C'est trop lent, beaucoup trop lent. Il n'y a pas assez d'action. Voilà, c'est la chose principale que j'ai à reprocher à ce bouquin. Et finalement, ça casse tout, ce qui fait que j'ai décidé de l'abandonner plus ou moins. Vous savez ce que je fais en général, comme quand j'abandonne, je lis les derniers chapitres pour voir s'il n'y a pas quand même quelque chose qui me donne envie de continuer. Bon, j'ai su la fin du coup, j'ai déjà oublié depuis. J'ai lu un peu en diagonale, il n'y a rien qui m'a accroché, donc voilà. Donc tentez si vous le souhaitez, mais moi personnellement, c'est pas le livre que je vous conseille forcément. On va continuer avec un livre qui a été, je sais pas si on peut dire une déception. Ah si, quand même. Il s'agit du tome 5 de la confrérie de la Dague Noire de J. Howard, qui est donc l'amant délivré, libéré, délivré. Bon, je chante trop faux pour continuer cette chanson. J'avais bien aimé les 4 premiers tomes. Il y en a que j'ai plus aimé que d'autres, mais j'avais bien aimé. Et ce 5e tome, j'ai commencé à lire, j'ai lu la moitié, je l'ai mis en pause, je l'ai repris plus tard et j'ai fini aussi en diagonale. Je l'ai fini, mais en diagonale, et je sais pas si c'est moi qui commence à faire une overdose de la confrérie de la Dague Noire, parce que c'est un peu toujours la même chose, parce que c'est tiré par les cheveux, je sais pas. Ou si c'est juste ce tome-là qui m'a pas plu. Donc j'ai encore le tome 6 et 7 dans ma palle, donc je vais retenter le tome 6. Mais je me dis que si encore une fois je n'accroche pas au tome 6, comme j'ai pu ne pas trop accrocher à ce tome 5, je pense que je vais stopper la saga. Parce que c'est quand même une saga qui fait plus de 14 ou 15 tomes, avec une saga spin-off qui est sortie. Il y a un tome que j'ai vraiment envie de lire. Alors, je sais déjà plus le nom du personnage. Le personnage qui est muet. Pour ceux qui lisent la saga, vous saurez. Je sais plus quel tome c'est. Je sais pas si c'est tome... C'est pas le tome 6, je crois pas. Je sais plus si c'est tome 6, 7 ou 8. J'ai envie de le lire ce tome-là. Donc peut-être que j'irai jusqu'à ce tome-là. Mais voilà, j'étais assez déçue de ce tome 5. Il m'a franchement pas... voilà. M'a franchement pas beaucoup plu. J'ai pas accroché au personnage féminin et la fin est franchement tirée par les cheveux, je trouve. Donc voilà, je suis pas fan. J'ai lu le tome 2 de la quête des Willan de Pierre Bottero. Encore un très bon moment de passer avec ce tome 2. Avec donc tous ces personnages qu'on retrouve, cette quête vraiment qui... ça fait un peu penser à la communauté de l'anneau en fait, vraiment ça fait penser un peu au premier tome, moi j'ai vu que les films, mais un peu à ce moment où voilà, où finalement la communauté de l'anneau se forme avec les elfes, les nains, tout ça, et ça m'a vraiment fait penser à ça, et ça m'a vraiment plu de retrouver ça. Alors voilà, c'est pour de la jeunesse, mais c'était super sympa, il y a de l'action, il y a des pouvoirs, il y a des personnages qui évoluent bien et qu'on a vraiment envie de suivre encore et encore. Et franchement, je vous conseille vraiment la quête des Willan de Pierre Bottero. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils préfèrent Elana. Alors, Elana qui est présente hein, dans ce tome 2. D'ailleurs, à la fin de ce tome 2, franchement, ça donne vraiment envie de lire le tome 3 et de voir comment ça évolue. Mais voilà,
Je vous conseille quand même, je pense, de commencer par la quête des Willan et ensuite les mondes des Willan et ensuite de lire Elana. Bon, je sais pas quand est-ce qu'il faut lire Elana, mais moi j'aurais tendance à faire comme ça, lire la quête des Willan, ensuite les mondes des Willan et ensuite Elana. J'aime bien Elana, mais j'aime beaucoup aussi tous les autres personnages, donc voilà. Pour le moment, j'ai pas une préférence pour ce personnage-là. Mais voilà, il y a du personnage badass, que ce soit féminin, masculin, voilà. Et ça fait plaisir, et franchement, je peux que vous conseiller, c'est de la très bonne fantasy jeunesse, mais vraiment, vraiment. J'ai fini une saga, si on peut dire. Il s'agit du contrat donc, de Tara Jones. J'ai donc lu le tome 3, qui pour moi finit la saga, dans le sens où... Enfin, c'était le but, hein, l'auteur le dit, c'est une saga terminée. A priori, peut-être qu'elle va faire une sorte de tome compagnon, c'est-à-dire avec un autre couple qu'on peut rencontrer dans cette saga. Ça serait cool, parce qu'il y a notamment un couple avec Justine et je me rappelle plus son nom. J'ai beaucoup de mal, hein, vous l'aurez remarqué, à me souvenir des noms des personnages. Hein. Moi, une fois que j'ai fermé le livre, enfin non, quand même, mais une fois que j'ai fermé le livre, en général, je les oublie. Justine, là, je m'en souviens parce que c'est le nom de ma petite sœur, donc du coup, voilà. Mais voilà, j'aimerais bien qu'elle le fasse parce que c'est un couple que j'ai vraiment vraiment envie de suivre. Mais en tout cas, le couple, alors elle dit Barbie, mais il l'appelle plus franchement Barbie dans ce tome-là, c'est Angeline et Lancaster. Ce couple-là, franchement, c'est fini, c'était super sympa. Le début du tome 3, je me suis dit, oh là là, on est vraiment sur de la new adulte basique, un peu chiante et tout. Et en fait, je sais plus à partir de quand c'est, si c'est à partir de la fin du premier tiers ou à la moitié. Non, premier tiers, j'irais. Il se passe un retournement de situation auquel je m'attendais absolument pas. Mais c'était une bonne idée. C'est un petit poil tiré par les cheveux, mais c'était une excellente idée parce que ça relance vraiment le bouquin et que ça relance vraiment l'intérêt pour ce couple et pour cette histoire. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé et franchement... je vous conseille, voilà. Il y a eu tout un scandale sur les 2 premiers tomes quand ils sont sortis l'année dernière, l'été dernier, comme quoi il y avait du plagiat et tout. Bon, je pense que voilà, c'est passé, la maison d'édition a vérifié, donc voilà, donc il faut passer outre. Je vous conseille vraiment, en tout cas, ce tome 3 est plus gros, mais il se lit tout seul. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite saga voilà, qui avait commencé l'été dernier avec les 2 premiers tomes sortis avec Closer ou je ne sais plus quoi, Téléstar ou je sais plus quoi, que j'avais acheté comme ça et qui sont sortis en intégrale. Hein, le tome 1 et 2 est sorti en intégrale que vous pouvez retrouver en librairie. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette fin au final. J'avais un peu peur au tout début du livre parce que franchement ouais, c'était trop basique et je me suis dit, oh là là là, vous allez me dire que j'ai acheté ce livre 17 € neuf pour ça et finalement non, c'était bien. Je continue avec un e-book, un tout petit e-book que j'ai lu parce que j'avais fait une insomnie un soir et que pour pas réveiller mon chéri, j'ai pris ma liseuse et j'ai regardé un peu ce que j'avais dedans. Je voulais pas prendre un gros truc long à lire. Du coup j'ai lu un service presse, on peut dire ça, de l'auteur qui me l'avait envoyé directement il y a très longtemps, il y a peut-être 2 ans. Oups, ça, comme dirait l'autre. C'est donc Mortal Derby X de Michael Rock. Donc Michael Rock que vous connaissez peut-être sous le nom de... J'ai oublié le nom de sa chaîne. Ça craint. J'ai oublié le nom de sa chaîne, mais il a sorti dernièrement un autre roman, papier pour le coup. Enfin, Mortal Derby X c'est sorti en papier, hein, je crois bien. Mais il a sorti un roman papier qui est Peter Pan, enfin qui est une reprise du conte, enfin de l'histoire de Peter Pan. Non, c'est juste Pan. Oh, je sais plus, je sais plus rien, vas-y, je sers à rien. Booktubeuse en carton. Bref, Michael Rock, qui en plus est un collègue booktuber, mais lui qui fait des vidéos un peu moins classiques, oulala, mais tout se perd. Des vidéos un peu moins classiques, un peu plus travaillées, ça c'est clair, et notamment aussi des vidéos en partenariat avec Fossoyeur de films. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai adoré cette vidéo sur le nom de la rose avec le Fossoyeur de films. Ils étaient juste géniaux les deux, j'ai kiffé. Et ça m'a donné envie de lire le livre et de revoir le film. Donc voilà, donc Michael Rock, je vous conseille, je vous mettrai de toute manière en barre d'infos le lien de sa chaîne. Et vous pourrez aller voir ça.
Et je crois que c'est Peter le nom. Ah, je sais plus. Vas-y, je me saoule, je m'auto-saoule. Et comme j'ai la flemme de chercher, voilà. Je vous mettrai ça soit quelque part, soit dans la barre d'infos, vous verrez bien. Donc j'ai lu Mortal Derby X, qui est en fait un livre d'anticipation. Je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est plus... Oui, je dirais d'anticipation. Je dirais ça. Donc, on va dire de la science-fiction. En fait, pour faire court, pour vous résumer un petit peu, c'est une jeune fille qui vit dans les hautes sphères et qui fait du roller derby, voilà. Qui fait du roller derby. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le roller derby, allez voir des images, allez voir des vidéos sur YouTube. C'est un sport qui se fait sur roller, mais les anciens rollers. Et, enfin, quoi que peut-être pas que anciens rollers, mais bon, sur roller. Et c'est un sport de contact et on va dire de combat. Pas de combat, mais de contact du moins. Qui peut parfois être un peu sanglant. Moi, je suis déjà allée voir un match de roller derby, j'avais beaucoup aimé. J'ai vu déjà notamment des films dessus que j'avais bien aimé. Et donc là, j'étais très contente de retrouver un peu ce milieu-là dans un univers un petit peu science-fiction, anticipation, post-apo, un truc comme ça. Où finalement il y a deux sphères, la sphère plus ou moins riche quand même, privilégiée, où il y a des vraies stars du roller derby. Enfin ils appellent ça le Mortal Derby pour le coup, puisque c'est beaucoup plus dangereux que notre roller derby. Et du coup les pestiférés, on va dire ça, hein, les vrais pestiférés qui sont exclus de cette sphère privilégiée. Et notre héroïne en fait va se retrouver, bon pour faire court, pendant un match, elle va se retrouver à se faire couper les jambes, voilà, parce qu'il y a des obstacles sur la piste du roller derby, et quelqu'un va faire une faute en la poussant sur un obstacle, ça va lui couper les jambes, et elle va se retrouver avec des jambes, des jambes mécaniques, et en fait, vu qu'elle n'arrive pas à aller au-delà de sa rancœur et de sa vengeance, elle va être exclue de la sphère privilégiée parce que la rancœur, la vengeance, tout ça, toutes les idées négatives et tout, ne peuvent pas faire partie de cette sphère-là. Donc elle est exclue, mais ça tombe bien, c'était son but. Elle voulait être exclue pour se venger de la personne qui lui a fait ça. Et ensuite montrer que, oh finalement non ça va, je vais beaucoup mieux, s'il vous plaît, réintégrez-moi. Donc voilà, donc c'est très court, je vous en raconterai pas plus. Et c'était super sympa et ça donne même envie de lire la suite. Enfin, il n'y a pas de suite, mais... franchement, je verrais bien un roman un peu plus complet pour nous expliquer un peu plus cet environnement, ce monde-là, et voir un peu plus de ces matchs-là de Mortal Derby X. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas, hein, en e-book, franchement, il se lit à une vitesse. En 2-3 heures, vous l'avez lu, maxi. Et si vous connaissez pas le roller derby ou si vous connaissez et que vous aimez, franchement, vous allez vous y retrouver. C'est très sympa. Mais je vous conseillerais peut-être de vous pencher un peu sur la question si vous ne connaissez pas avant. Voilà, savoir un petit peu plus ce que c'est avant, parce que je pense que c'est compliqué quand on n'y connaît rien du tout. Mais franchement, allez voir. Si vous pouvez, dans votre ville ou proche de chez vous, de voir un match de roller derby, allez voir un match, ou regardez sur internet, ou regardez un film. Alors je sais déjà plus le nom, mais je vous mettrai le nom en barre d'infos ou ici. Le nom d'un film avec Drew Barrymore et Ellen Page. Donc voilà, que j'avais beaucoup aimé sur le roller derby. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas, c'est très sympa. Ensuite, j'ai lu Les gens relisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, qui est un petit livre chick lit feel good finalement. Je m'attendais à quelque chose de très dramatique et finalement pas du tout. Alors certes, le début de l'histoire est dramatique puisque c'est une femme qui va perdre son mari et sa petite fille dans un accident de voiture et qui est une loque même encore un an après et qui va décider de fuir sa vie parisienne pour aller en Irlande. En Irlande. J'hésite entre Écosse et Irlande. En Irlande, en se disant que finalement elle va se laisser mourir là-bas. En gros c'est ça. Et puis bien évidemment ça va pas du tout se passer comme ça. C'est une jolie petite histoire, pas de là à avoir un coup de cœur comme beaucoup, mais c'est une jolie petite histoire mignonne, feel good, et en même temps un petit peu tirée par les cheveux au niveau de l'histoire d'amour. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, alors les deux personnages principaux, enfin
le personnage féminin principal, voilà, va tomber à moitié du livre amoureuse du personnage masculin qu'elle déteste. Hein. Dans la toute première moitié, elle le déteste, mais c'est même pas genre elle a des doutes sur ses sentiments, elle peut pas se le piffer, et c'est réciproque. Et là, bam, à la moitié du bouquin, il se passe un truc, il se passe une révélation, donc la révélation de ce qu'elle a vécu elle et de pourquoi elle est arrivée en Irlande. Et tout d'un coup, ils sont amoureux. Donc là, j'ai trouvé ça assez tiré par les cheveux. Et voilà, c'est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et c'est ce que je reproche finalement au bouquin. Voilà. Sinon, mis à part ça, ça se lit bien, c'est mignon, c'est gentil. Voilà, ça se lit très très bien. Ensuite, suite aux gens heureux lisent et boivent du café, où en même temps je me suis lu Shades of Magic, le tome 1 de V.E. Schwab, en lecture commune avec Marilyn de Titouma Max, voilà, Titouma Max. Pas deux parce qu'elle a pas de chaîne. D'ailleurs, ce serait cool que tu fasses une chaîne. Ce serait vachement sympa, Marilyn. Soit dit comme ça. Parce qu'en plus, tu lis beaucoup. Beaucoup de choses sympas. Oui. Donc on s'est lu ce tome 1 en lecture commune, elle l'avait divisé en 4 et donc on a lu une partie à chaque fois. Alors, j'ai trouvé le début un peu long, voilà. On va dire que j'ai trouvé la première moitié un peu longue, un peu lente à mettre les choses en place. Ça aurait mérité un poil plus d'action, voilà, un poil plus de rapidité si je puis dire. Mais au final, c'est un livre que j'ai bien aimé. Alors, peut-être que j'en attendais trop. C'est tout le souci quand vous avez un livre comme ça qui est encensé, notamment, alors par une personne, c'est Robinou, donc Robin, qui a vraiment encensé, qui adore cet auteur, c'est son auteur favori de tous les temps, ou presque. Et qui était tellement heureux quand Lumen a décidé de racheter la saga, cette saga-là, et voilà, qu'il a vendu, etc. C'est tout le souci, c'est que du coup, vous en avez une attente, mais immense, quoi. Vraiment immense. Et pour ce tome-là, du moins, pour moi en tout cas, c'est pas un coup de cœur. Clairement, c'est pas un coup de cœur. J'ai bien aimé. Heureusement d'ailleurs qu'il y a de l'action qui se met en place, passer la première moitié, parce que vraiment, si ça avait été aussi long tout le long, ça aurait été compliqué pour moi. Pour les personnages principaux, les deux personnages principaux qui sont là, j'ai vraiment eu un kiff sur le personnage féminin. Mais vraiment, le personnage masculin, je vous avoue que bof. Il est sympa, mais pas plus que ça. Le personnage féminin, j'ai eu un vrai kiff. Mais vraiment un personnage féminin comme je les aime. C'est-à-dire que très badass, mais pas genre tout d'un coup je sais me battre contre 4000 personnes, vous voyez. Mais badass dans le sens qui se laisse pas faire, qui va se faire avoir de temps à autre, qui va se prendre des coups, ça c'est clair, mais qui se laisse pas faire, qui croit en elle, qui veut pas dépendre d'un mec. Et vraiment, c'est un super personnage féminin. Et j'ai adoré son côté kleptomane, voleuse, voilà quoi, genre... elle c'est vraiment pas... Enfin pour le coup, j'ai vraiment aimé que ce soit elle la sale gosse, quoi, vous voyez. Que ce soit elle le mauvais garçon, entre guillemets, quoi. Enfin franchement, même si notre personnage masculin n'est pas non plus tout blanc dans ce qu'il fait, parce que voilà, il s'ennuie, donc il fait des choses... on sait que voilà, il n'est pas tout blanc. Mais je vous dis pas trop, parce que sinon c'est pas drôle, il faut que vous lisiez le bouquin. Mais j'ai adoré que finalement le personnage badass mauvais genre ce soit finalement notre personnage féminine qui s'appelle... Comment t'appelles-tu? Lila, tout simplement. Donc Lila, notre personnage féminin, voilà. Donc notre héroïne. Et vraiment, je pense qu'au final, heureusement qu'il y avait Lila pour m'accrocher à ce livre. J'ai bien aimé, je vous dis, la deuxième partie, mais je pense que s'il n'y avait pas eu Lila sur la première partie, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais j'ai bien aimé finalement ce livre. À la fin de ce tome, ce qui est pas mal, c'est que l'histoire se termine. C'est-à-dire que finalement, tous les rebondissements, toute l'histoire, etc. Se fait en un seul tome, un bon petit pavé quand même, hein, plus de 500, enfin un peu plus de 500 pages ou 500 pages, ouais 500 pages.
L'histoire se termine, bien sûr, il y a des choses qui font qu'on a envie de lire la suite, qu'on a envie de voir comment ça va évoluer parce que nos personnages prennent des chemins différents. On a vraiment envie, mais l'avantage aussi c'est que finalement, je pense qu'on peut reprendre le deuxième tome très longtemps après le premier tome parce que bien sûr qu'il y aura sûrement des petites choses qui pourraient nous manquer, mais ce sera une nouvelle histoire, voilà. Ce sera une nouvelle histoire mais avec des personnages qu'on connaît déjà. Et moi j'aime bien aussi ce genre de livre où on n'a pas forcément un cliffhanger de oufissime à la fin du tome, vous voyez. J'aime bien quand il y a des cliffhangers, mais j'aime bien aussi quand finalement l'histoire se finit. Ça me donne pas plus envie de ne pas lire la suite. Je sais pas si c'était bien français. Donc en gros ça me donne quand même envie de lire la suite. Voilà, c'était peut-être un peu plus français ça. Donc voilà, je vous conseille quand même parce que c'est vachement sympa, parce que pour beaucoup c'est un coup de cœur. Pour moi c'était une lecture très sympathique, mais j'attends beaucoup de la suite, beaucoup du tome 2, vu qu'on aura déjà l'univers qui aurait été mis en place, et les personnages aussi. J'ose espérer que du coup le tome 2 soit un peu plus riche en action, en rebondissement, que ce tome 1 où l'auteur a vraiment pris son temps pour nous mettre en place les personnages et l'univers. Suite à ça, j'ai lu un livre qui m'avait été choisi par mon chéri. Voilà, je vous avais fait une petite sélection de 5 livres. J'étais censée vous montrer ça en vlog et puis bon, il y a eu un couac que j'ai pas pu vous le mettre dans le vlog. Bref, il m'a choisi du coup dans la sélection Les 81 frères, le tome 1 des Chroniques de l'étrange de Romain D'Huissier que j'ai acheté aux Imaginales. Ça faisait 1 an qu'il me faisait envie ce livre, je l'avais vu au précédent Imaginal et je me suis lancée et je ne regrette pas et je m'achèterai le tome 2 et voilà quoi. Et je pense que le tome 2, soit j'attends les prochaines Imaginales, soit je me l'achète avant, je sais pas, je verrai. Mais c'est un coup de cœur. Je crois qu'on peut dire ça. Oui, c'est un coup de cœur. C'est pas un livre que vous dévorez dans le sens où moi j'ai pris mon temps à le lire. J'ai mis environ, peut-être pas une semaine complète, mais presque pour le lire. Mais parce que c'est pas un livre, l'écriture est fine, l'écriture est assez descriptive, mais ça m'a mis complètement dans l'ambiance. Moi qui ne connais absolument pas Hong Kong, hein, là clairement j'étais une touriste. C'est-à-dire vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que Romain D'Huissier c'était mon guide touristique et qui me faisait alors tu vois là ici il y a un restaurant de nouilles, un restaurant de machin, et puis là ici, et puis donc là ici il y a ça. J'ai vraiment eu l'impression d'être une touriste dans Hong Kong, j'ai adoré. Je suis pourtant pas une super grande méga fan des livres très très descriptifs, mais là ça a complètement fonctionné avec moi, sûrement parce que c'est une ville que je connais pas, avec une ambiance que je ne connais pas. Et franchement j'ai adoré ça. Pour le coup quand c'est très descriptif à Paris, à Londres, même aux États-Unis, c'est des villes même sans forcément y avoir mis les pieds. Bon, Londres et Paris j'y ai mis les pieds, mais aux États-Unis j'ai jamais mis les pieds, mais on connaît les villes à force de voir des séries, des films, etc. On connaît les villes. Et finalement là je connaissais absolument pas, donc voilà, j'ai adoré ça. C'est une superbe écriture qui fait que c'est savamment dosé en fait. Il y a beaucoup de descriptifs, c'est vrai, mais il sait très bien alterner entre le descriptif où il vous décrit la ville, l'univers, tout ça. Enfin l'univers, c'est l'urban fantasy, hein, donc du coup c'est notre monde à nous, hein, voilà. Mais c'est savamment dosé, c'est bien alterné entre le descriptif et les rebondissements, l'histoire, l'action, voilà. Et j'ai adoré, parce que, donc voilà, j'ai adoré la ville de Hong Kong, ça m'a donné envie d'y aller, franchement. J'ai adoré tout ce qui a été, tout ce qui nous explique aussi sur, pas les prêtres, il n'est pas prêtre, sur, voilà, sur les différentes religions qu'on peut y retrouver, voilà, entre les nonnes qui sont pour Bouddha, lui, c'est un exorciste, pardon, taoïste, voilà. Il nous explique ça, il nous en parle plus sur ces religions-là, que je ne connais pas du tout, pour être sincère. Et aussi, j'ai adoré les créatures surnaturelles qu'on rencontre, puisque forcément, c'est des créatures du monde asiatique, mais chinoises, pas forcément, enfin si pour le moment, surtout chinoises, enfin voilà, en tout cas asiatiques, je voudrais pas trop m'avancer, dire trop de bêtises, et que je ne connais pas, voilà, tout simplement, et j'ai adoré, et c'est de l'excellente urban fantasy. On est bien loin
de l'urban fantasy que vous pouvez trouver chez Milady. Alors, je crache pas dans la soupe, je vous dis pas que Milady c'est tout du caca, mais en comparaison de La confrérie de la Dague Noire et ça, et rien à voir les gars, et rien à voir, d'accord. On est vraiment sur de la qualité ici. L'urban fantasy, super descriptive, vous connaissez tout, vous êtes à fond, vous êtes immergé quoi là-dedans. Et j'ai adoré, vraiment pour moi là le coup quand je dis descriptif c'est pas négatif du tout, c'est que tout est tellement bien expliqué et il y a de l'action et il y a des rebondissements et on est sur des chroniques donc du coup pareil à la fin de ce tome là c'est fini, voilà. L'histoire est plus ou moins finie même si on vous met des éléments en vous disant a priori eux tu vas encore les croiser dans la suite, mais c'est bien, franchement c'est le genre de bouquin que je verrais bien en série télé. Ouais. Vraiment, j'adorerais suivre, donc comment il s'appelle, Johnny Can, donc notre exorciste, en épisode, en série télé. J'adorerais ça. Je kifferais. Et je trouve que pour le coup, dans la ville de Hong Kong, c'est super bien choisi parce que, enfin, moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était juste parfait, surtout de nuit, quoi. Donc voilà, donc je peux que vous conseiller, c'est aux éditions critiques. C'est en hardback. La couverture est magnifique, elle est d'un illustrateur, dessinateur très très connu, que je vous dise, Xavier Colette. Voilà, Xavier Colette, elle est magnifique. Je trouve que ça a un petit air de Hellboy, parce qu'avec la lumière et tout, on dirait qu'il est rouge et on dirait un petit peu Hellboy. Comme j'adore Hellboy, voilà, voilà, c'est tout. Donc c'est vrai qu'il fait 22 €, mais la qualité... Enfin, vous savez pourquoi vous payez. Vous payez pour le magnifique objet livre en hardback, relié, tout ça. Enfin voilà, la tranche magnifique, la superbe couverture et la qualité du bouquin. Mais vraiment, là pour le coup, aucun souci pour mettre 22 € là-dedans. J'ai lu ensuite Vampire et créatures de l'autre monde de Benjamin Faucon. C'est le tome 2, c'est l'Abies Spinaceae. Je sais pas si je prononce bien. Donc, magnifique couverture comme toujours, petit livre comme toujours. On reprend les mêmes et on repart, donc toujours nos personnages principaux. Un an après, donc une fois que la porte qui ouvre sur leur monde de monstres réouvre sur le monde des humains pour Halloween, notre héroïne Candice veut retourner dans le monde des humains pour pouvoir revoir sa famille et leur expliquer pourquoi elle a fugué et pourquoi elle n'est plus là depuis un an. Et en fait, quand elle va rentrer dans le monde des humains, elle va se rendre compte qu'il y a des zombies. Voilà. J'ai trouvé ça génial. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça pourrait... Enfin, ça serait encore mieux de le lire pour Halloween, c'est clair. Je sais pas quand le tome 3 sort. J'espère qu'il sortira avant Halloween. Comme ça, je me le procurerai pour le lire à Halloween. Celui-là, j'ai pas voulu attendre pour le lire. Et là, on est sur aussi une créature, donc l'Abies Spinaceae, qui a été complètement inventée par l'auteur. Donc il y a les zombies au début et ensuite il y a cette créature là dans le monde des monstres. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome là, c'est vraiment comment l'auteur veut vous faire comprendre que finalement se détester parce qu'on est différent, parce qu'on a peur, etc. c'est vraiment de la connerie. Et alors là je peux vous dire que c'est... Enfin voilà, c'est... Là vraiment... il n'y a pas de secret, il parle du racisme quoi. Alors là il parle du racisme entre monstres et humains et monstres, dans les deux sens hein, clairement, de la peur qu'il peut y avoir des deux côtés, et vous pouvez que voir le racisme, l'homophobie, enfin tout ce qui touche à tout ça, c'est-à-dire, l'homophobie, l'hétérophobie, parce que ça existe aussi, hein, faut pas se leurrer. Voilà, tout ça, c'est-à-dire la peur de la différence. Et forcément, c'est surtout par rapport au racisme, je pense, mais c'est vrai que moi je trouve que ça touche à tout ça, voilà. Et à mettre entre les mains des plus jeunes. C'est à la base, c'est pour les plus jeunes, mais vraiment là je trouve ça génial parce que c'est bien abordé pour que les plus jeunes comprennent bien qu'en fait, l'autre, là-bas, oui, ton copain il est noir, pourquoi t'en aurais peur? Il est juste noir, quoi, sa couleur de peau elle est différente, et pas forcément plus méchant qu'un autre. Donc voilà, c'est vraiment à ça que ça fait penser, c'est-à-dire que oui, certes là on a des monstres, mais ça veut pas dire qu'ils sont plus méchants que les humains. Et d'ailleurs on nous prouve que les humains sont pas forcément les plus gentils. Mais en même temps les monstres ont peur des humains et décident de les mettre de côté. Enfin voilà, c'est super bien fait, voilà, j'ai beaucoup aimé encore une fois.
Je me suis lu derrière ça Sophie Kinsella, Les Petits Secrets d'Emma, c'est de la chiclite. J'avais encore jamais lu de Sophie Kinsella, j'ai jamais lu l'Accro Shopping. J'ai vu le film, mais j'ai jamais lu l'Accro Shopping. Et j'ai beaucoup aimé ce petit one shot qui est passé nickel, qui était super sympa. Et je pense que je relirai du Sophie Kinsella, mais peut-être pas la saga de l'Accro Shopping. Voilà, parce qu'en plus je suis pas très shopping. Mais celui-là je vous le conseille, pour l'été il est juste parfait, il est tout mignon, ça passe nickel. Et je finis très brièvement sur Les Orphelins Baudelaire, le tome 8 de Lemony Snicket, enfin les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Juste pour vous dire sur ce tome 8, ça y est, le format du livre change. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les orphelins sont positionnés sur une famille d'accueil et à la fin ça passe pas bien, enfin ça se passe pas bien tout le long du livre et à la fin ils sont réenlevés et ils vont être repositionnés sur... Non, c'est fini, il n'y a plus de famille d'accueil, il y a une vraie quête qui se met en place, une vraie enquête qui se met en place et des orphelins qui sont vraiment livrés à eux-mêmes mais complètement. Il y a toujours bien sûr le conte Olaf qu'on retrouve dans ce tome là, mais c'est de plus en plus sombre je trouve, plus en plus plus en plus sombre, et franchement j'ai beaucoup aimé justement que ça change un petit peu, que ça bouge un petit peu de ce format famille d'accueil, ça va plus, on les repositionne etc. Le conte Olaf qui se fait passer pour... Alors il est toujours là, il se fait toujours passer pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas pareil, voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce changement de narration et tous ces petits éléments qui fait qu'on a vraiment envie de poursuivre, de se dire mais qui est Lemony Snicket, parce que bon, c'est l'auteur, mais en fait c'est comment dire, un personnage à part entière dans ce tome-là, enfin, dans ce livre-là, plutôt dans cette saga-là, mais on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi. Et je trouve ça génial. Donc voilà, donc je vous conseille encore et toujours Les Orphelins Baudelaire parce que franchement, plus ça va et plus ça s'enrichit et plus j'ai envie de lire la suite. Mais manque de bol, j'ai pas le tome 9 dans ma palle, donc ben, c'est pas grave. J'attendrai le mois de septembre, octobre pour m'acheter la suite. Voilà.